Donc, je vous propose d'attendre encore 5 minutes, peut-être 5-10 minutes. Problème. Tu peux y aller. Je tiens le micro, tu peux y aller. Bonjour. Est-ce que vous... Bonjour. Bienvenue dans la réunion. Nous attendons encore un petit peu de personnes, donc on proposait d'attendre encore 5-10 minutes, histoire que la salle se remplisse, hein, peut-être jusqu'à 5 et 10, et puis ensuite on lancera la présentation. D'ores et déjà, donc merci pour votre présence et participation. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je vois qu'il est 2h05. À ce stade, nous avons 32 participants et une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. Il faut que je fasse le point avec Catherine, qui a été un support quand j'étais venu. Je vois que la plupart des personnes en attente sont en interne. Donc, ce que je vous propose peut-être très rapidement, c'est de faire là tout de suite la présentation simplement de ce qu'on va faire, et puis de juste débriefer un petit peu sur les règles à tenir lors de ce webinaire, donc qui durera jusqu'à 16h. Voilà. Donc, le webinaire de ce jour a pour objet de vous présenter
l'appel à projet Investir pour stimuler l'emploi et la compétitivité des PME, publié par le FEDER dans le cadre du programme REACT-UE, dont on vous expliquera rapidement les contours tenants et aboutissants, voilà, avec une date de publication assez rapprochée, une date de dépôt assez rapprochée. Donc, puisque l'appel a été publié le 7 juin et le dépôt des dossiers est attendu au 23 juillet. Voilà, donc peut-être rapidement vous donner quelques éléments sur les règles à tenir lors de ce webinaire. Voilà, dans l'ensemble, donc Hélène de Barry, que vous avez vu au départ, présentera la première partie, la première séquence, et je présenterai la deuxième séquence de la réunion. Donc, quand les intervenants parlent, merci de bien vouloir maintenir vos microphones coupés. On prévoit des temps d'échange à la fin de chaque séance, voire à l'intérieur des séances même. Donc, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau en utilisant le chat, ou bien pour prendre la parole, vous pouvez lever la main et le modérateur ou la personne qui anime la séquence vous donnera la parole ou retraduisera ou synthétisera vos questions. Voilà, n'oubliez pas évidemment d'activer les micros. Vous pouvez activer les caméras, c'est toujours plus sympathique. Je vous prie de m'excuser, activer la mienne. Et voilà, sachez que le webinaire est également enregistré et que à l'issue du webinaire, les supports de présentation seront mis sur le site web. Voilà, on ne va pas les adresser à tout le monde, mais on les postera sur le site dans les jours qui suivent. Voilà, l'agenda de notre réunion aujourd'hui est d'une part vous présenter le cadre dans lequel s'inscrit cet appel à projet, qui est le dispositif REACT-UE, qui est un dispositif assez spécifique lancé par la Commission, financé par la Commission dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire engendrée par la Covid-19. Donc, c'est la première séquence à l'issue de laquelle vous pourrez poser vos questions. Deuxième séquence prévue sur l'appel à proposition. Les principaux éléments organisant 3 sous-séquences. D'une part, évaluer l'éligibilité du projet. D'autre part, la sélection et les points d'attention, et puis de manière très pratique, déposer la candidature. Et enfin, je vous présenterai brièvement un complément d'information sur les instruments financiers qui sont susceptibles d'être développés dans le cadre de REACT-UE. Voilà, donc pas des instruments financiers déjà existants, mais en cours, donc qui cibleront plus spécifiquement les PME et la réponse à la crise. Mais ça fera l'objet juste d'une information. Voilà. Donc, je laisse la parole du coup à Hélène, si le déroulé, la façon de fonctionner vous convienne, pour la présentation du dispositif REACT-UE. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Hélène de Barry, chargée de mission pilotage au sein de la direction de l'autorité de gestion. Donc, je vais vous faire une présentation assez rapide du dispositif REACT-EU. Alors, tout d'abord, le dispositif REACT-EU, ça s'inscrit dans le cadre de la crise et du plan de relance de l'Union européenne. Donc, c'est en juillet que les États membres, enfin les chefs de gouvernement et d'État, se sont accordés sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. Et dans ces 750 milliards d'euros, il y a une enveloppe qui est consacrée au dispositif REACT-EU, qui est pour la politique de cohésion. Donc, il y a 2 principaux objectifs avec REACT-EU. C'est d'une part favoriser la réparation des dommages engendrés par la crise de la Covid-19 et d'autre part, de favoriser une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie. Donc, il y a une volonté d'un impact rapide sur l'économie réelle, ce qui a pour conséquence qu'il faut rapidement programmer ces fonds. Donc, il y a un calendrier assez restreint pour la programmation et la consommation de ces fonds.
et ce qui a eu pour conséquence que nous avons dû faire en gros une révision de notre programme opérationnel actuel, programme opérationnel des fonds FEDER et FSE, pour intégrer cette enveloppe supplémentaire. Le règlement REACT-EU définit 5 domaines d'intervention prioritaires. Donc, il y a tout ce qui relève de la santé avec les produits et les services, le soutien aux PME, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'investissement pour la transition écologique et numérique, des services de base et aussi le soutien économique en faveur des régions qui sont le plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la Covid-19. Au niveau des enveloppes, sur cette slide, vous avez donc la répartition donc, au niveau européen. Donc, sur les 750 milliards, il y a à peu près, on va arrondir 50 milliards qui sont consacrés donc, au dispositif REACT-EU. La France, sur cette enveloppe, pour l'année 2021 seulement, a eu 3,09 milliards confirmés. Pour l'année 2021, ça représente 79% du total des ressources. En fait, il va y avoir une évaluation à la fin de cette année sur des critères économiques pour voir quel État membre a le plus besoin. Est-ce qu'on va allouer les 21% à la France ou ça sera peut-être 16% en fonction des résultats économiques. Voilà, et la région, donc notre enveloppe prévisionnelle pour 2021-2022, donc on ne connaît pas encore la tranche 2022, les 21% restants, mais cette enveloppe prévisionnelle, si on a les 100%, elle s'élèverait à environ 112 millions, dont 107 millions à peu près d'euros sur les investissements. Donc, sur la base du cadre réglementaire que j'ai présenté très succinctement, les besoins de la région, on a pu définir 4 grandes thématiques prioritaires pour la région. Et aussi en fonction des paramètres, des contraintes calendaires du dispositif réactif. Donc, il y a une première thématique, c'est la santé. Donc, cette thématique est toujours en cours de discussion parce qu'il y a des petits questionnements sur la mise en œuvre. Donc, c'est le domaine dont on n'est pas complètement sûr pour le moment, mais c'est en cours de finalisation, on va dire. Donc, si on va sur la santé, on prioriserait donc les investissements dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et la recherche sur la Covid-19 et les autres virus. Donc là, il y aurait une enveloppe prévisionnelle allouée de 18 millions, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes vu que c'est en cours de discussion, ce domaine en cours de discussion. Le soutien aux PME qui nous intéresse particulièrement. Donc là, la région a décidé de soutenir les PME via des instruments financiers ou de la subvention. La transition écologique, on a décidé de se focaliser exclusivement sur le soutien aux infrastructures cyclables et la transition numérique qui se décline en 2 typologies d'actions, on va dire, c'est la numérisation dans les collèges et les lycées et le soutien aux smart territoires. Donc, vous avez sur la droite l'allocation, la répartition, encore une fois, prévisionnelle de ces 107 millions d'euros pour les investissements. On a aussi établi un calendrier de mise en œuvre. Donc, on a déjà lancé 4 appels à projets dans le cadre du dispositif REACT-EU. Donc, les 2 premiers Smart Territoires et les infrastructures cyclables en mars. Et les 2 derniers, donc la numérisation dans les collèges et les lycées et le soutien aux PME en début juin, donc très récemment. Donc, il nous restera, donc, comme je vous l'avais dit, la santé thématique sur laquelle il y a des incertitudes et aussi le lancement des instruments financiers en soutien aux PME. Donc, on vous a aussi mis les dates de clôture. Donc, bien sûr, pour les AP et les instruments financiers qui ne sont pas encore lancés, c'est des dates de clôture prévisionnelle et les calendriers de programmation. Et la date de fin des déclarations de dépenses pour les porteurs. Donc voilà, c'est tout bon pour moi. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Sachant que, bien sûr, la deuxième partie est consacrée à l'AAP
investir pour la compétitivité et l'emploi des PME. Donc, on reviendra en détail sur tout ce qui est calendrier, les modalités. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à... Oui, Madame Girard, je vois. Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport à la thématique santé, vous pensez avoir un retour à quel moment en fait? Parce que là, c'est pas stable pour l'instant, mais stabilisé. Bonjour. Est-ce que vous m'avez entendu? Bonjour, j'ai eu une déconnexion temporaire. Je voulais savoir par rapport à la thématique santé, à quel moment vous aurez des dates à nous proposer? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bonjour, Laure Scarbeck, chef du service Innovation, Recherche, Développement et Numérique au sein de la direction déléguée FEDER. On est en train en fait de travailler sur ces éléments avec les directions opérationnelles en charge de ces thématiques. Là, on ne va pas vraiment pouvoir vous donner de délai c'est en cours de travail en interne. Donc voilà, on ne va pas pouvoir vous répondre sur ce sujet-là. Par contre, je vous invite à regarder de manière régulière du coup le site Europe en région sud, puisque du coup c'est là que les informations circulent et de toute façon quand on publie un appel, c'est toujours en lien avec les directions opérationnelles, donc elles nous redirigent vers les entreprises et les prescripteurs. Donc, logiquement, vous devriez être informé. Mais là, c'est très délicat au vu de la période, en plus, la période estivale, de s'engager du coup sur des délais à ce stade. d'accord. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider plus sur ces questions-là. Au niveau des Hautes-Alpes, on va avoir plusieurs projets de maisons de santé. C'est pour ça que... Oui, normalement, en fait, c'est des éléments qui ont été remontés, parce que c'est un travail qui est fait du coup en lien, comme je vous le disais, avec le service du coup dédié et du coup aussi dans le cadre des crêtes, du coup avec donc on a en effet des listings de dossiers, mais quand on publie un appel, c'est juste pour avoir une base, on va dire, de projet, ça nous permet de fixer le cadre, mais quand l'appel sera publié et s'il est publié, du coup c'est sur une base ouverte et transparente, donc vous serez tout à fait libre de vous faire accompagner et d'éventuellement pouvoir répondre du coup à ces appels. Donc pas d'inquiétude. Voilà. Très bien, merci. Il n'y a pas de quoi. Je vois qu'il y a Madame Barle également qui souhaitait intervenir, je crois, si je prononce bien votre nom. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Donc, je suis chargée de mission à la DRETS à Marseille, au service économie de l'entreprise. Ce que je souhaitais savoir, c'est de quelle manière les entreprises peuvent prétendre justement à cette subvention, enfin tout au moins au niveau des soutiens aux PME, de quelle manière il s'agira de monter les dossiers, de quelle manière ils seront présentés, est-ce que vous prévoyez, bon, j'imagine des comités, le déroulement logistiquement parlant, comment ça se passe? Alors, ce qu'on vous propose, c'est tout ce que va vous présenter en fait Madame Nobio dans la seconde partie du coup de la présentation de cette réunion. Donc, ce que je vous propose, c'est de la laisser du coup présenter les différentes feuilles en fonction. D'accord. Ça vous permettra peut-être de nous poser des questions de manière un peu plus précise sur les points sur lesquels on n'aurait éventuellement pas répondu. Voilà. Là, l'intervention du coup de Madame Desbarry était surtout pour vous présenter ce dispositif tout à fait spécifique qui est React UE. Et là, du coup, on va vraiment rentrer dans le cœur de l'appel pour vous présenter tous les éléments qu'il est bon d'avoir en tête avant de se positionner. Voilà, si ça vous convient Merci. bien. Et normalement, il y a un dernier temps d'échange qui sera prévu. Et je vois qu'il y a Monsieur JPG qui souhaitait également intervenir. Voilà, je vous laisse la parole. Il faut ouvrir votre Monsieur. micro. Ouais. Vous avez raison. Bonjour, Jean-Pierre Giannoli, Groupe Acti. Une question concernant la Smart Région et les thématiques numériques. Si j'ai bien vu sur votre tableau, sur la slide précédente, le seul bénéficiaire, c'est le secteur public. C'est-à-dire qu'une entreprise intervenant sur le développement de services
au niveau de la population ne peut pas y prétendre, si je comprends bien. Alors, en effet, la cible, on va dire, est plutôt une entrée publique. Et bien noté, du coup, dans cet appel, que vraiment, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les entreprises peuvent être éventuellement éligibles. Mais ça reste vraiment de l'ordre de l'exceptionnel. Il faut en fait, que vous puissiez démontrer clairement une implication sur le territoire, en fait. Voilà, puisque c'est vraiment au bénéfice du territoire et des citoyens. C'est-à-dire, pour apporter une précision, c'est-à-dire une entreprise qui a des partenariats formels avec des services publics pour développer une prestation particulière est plus recevable qu'une démarche de marketing et de financement de son plan, quoi. Alors, Si je comprends bien. c'est peut-être un tout petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il faut en effet qu'il y ait peut-être des choses engagées, mais du coup, c'est sous couvert aussi, si c'est avec des entités publiques, voilà, il y a toute la question aussi de la commande publique, donc vraiment au niveau du montage, comme là, vous êtes sur un cas spécifique et que du coup, il y a eu des réunions de présentation sur ces sujets-là. Ce que je peux vous inviter à faire, et c'est ce qui va être présenté du coup à la fin du PowerPoint, en fait, on met à disposition sur le site une fiche de renseignement. C'est vraiment sur cette base qu'on va s'appuyer pour faire l'accompagnement. Donc, il faut remplir ces fiches-là, nous les transmettre donc sur l'adresse dédiée feder@marégion-sud. Toutes les informations figureront à l'issue du coup du PowerPoint. Et c'est sur cette base, mon service pourra revenir vers vous pour essayer de voir si en effet vous semblez être éligible ou pas à cet appel. Sachant que du coup, l'appel est aussi en ligne, donc vous pouvez dès à présent aller le consulter et regarder du coup l'ensemble des critères. Mais si vous le voulez bien, on va poursuivre du coup là sur cet appel PME et sur la base du coup de cette fiche renseignement, on n'hésitera pas à revenir vers vous pour pouvoir voir si en effet et vous apporter toutes les précisions que vous jugerez utiles sur cet appel Smart. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous propose de poursuivre du coup s'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent intervenir avant sur la partie réactueux qu'a présenté Hélène Desbarry. Isabelle, je te laisse la parole du coup. Voilà, donc l'appel à projet en quelques... Ah oui, pardon. Ah, bon, on va arrêter là. Non, c'est bon. Alors, on reprend. Bon, ok. Alors, attendez, on va partager. Attendez, on va essayer de partir au début et de repartir à la fin du coup. Voilà. Alors. Voilà, est-ce que vous le voyez et est-ce que vous le voyez en mode diapo? Ouais, c'est un peu petit. Oui. En fait, on voit les deux diapositives. Les deux diapos, comme c'est comme tout à l'heure. Je ne sais plus comment on a fait en plus. Dans les paramètres d'affichage. Ouais. Alors. Ouais. Ça doit être bon là. Est-ce que vous voyez la diapo en entier ou pas? Non. Non, on ne voit plus rien. On voit plus la diapo. Alors. Bon. Là, vous voyez plus rien. Ok. Est-ce qu'à tout hasard, Hélène, si tu essayes toi, du coup, je ne sais pas si... Oui. Sinon, je peux peut-être aussi tenter si vous le souhaitez. Non, je vais partager, Isabelle. Écoute, je ferai Ouais, des repartage là et puis je te donnerai le go. C'est bon. Voilà. Donc, l'appel à proposition en quelques mots. Donc, suivante.
Voilà, donc pour résumer l'appel à proposition qui a été publié, il s'agit de subventions pour un montant indicatif FEDER de 7 millions d'euros. La subvention peut couvrir jusqu'à 80% des coûts éligibles, avec la possibilité, comme on le fait souvent pour les PME, d'avoir une avance de 30%. Sur cet appel, tous les autres cofinanceurs publics sont exclus, ce qui signifie que les 20 autres pourcents doivent aller sur de l'autofinancement ou du financement privé. L'objectif de cette subvention est de financer les investissements productifs réalisés par les PME régionales sur le territoire, ces PME ayant dû être impactées par la crise sanitaire du Covid-19, puisqu'on l'a vu précédemment, cet appel à projet s'inscrit dans le cadre d'un dispositif qui a été spécifiquement créé pour remédier aux effets de la crise. Le montant FEDER mobilisable sur cet appel est assez élevé puisqu'il doit être compris entre 500 000 euros et 1,8 million d'euros hors TVA. Donc, c'est assez massif. Et les projets ne doivent pas avoir démarré avant le 1er février 2020, mais ils doivent être achevés au plus tard le 31 janvier 2023, c'est-à-dire achevés matériellement le 31 janvier 2023. Quelque chose qui est à souligner sur cet appel à projet, et qui est assez rare, c'est que le projet peut être matériellement achevé à la date du dépôt de dossier. Généralement, les règles FEDER et surtout les financements, enfin c'est les règles liées aux aides d'État, demandent à ce que le projet ne soit pas terminé à la date de dépôt. Comme on intervient dans ce cadre un peu particulier de remède à la crise, mais à partir du moment où le projet n'a pas démarré, il peut être effectivement fini. Donc, on peut aller de manière rétroactive, en fait, sur le financement des coûts. On va voir ensuite, dans la diapo suivante, les critères, en fait, d'éligibilité, pouvoir bénéficier de tout ça. Donc alors, ce sont les projets réalisés sur le territoire régional. Donc, il y a vraiment une notion de localisation, ce n'est pas uniquement au bénéfice, mais c'est sur le territoire. D'investissement en capital fixe, c'est-à-dire les actifs qui correspondent en fait au plan comptable, aux actifs corporels et incorporels, qui sont destinés à être utilisés dans le processus de production de biens ou de services de l'entreprise. Donc, ça peut être un peu tout. Si on est sur de l'industrie, ça peut être un banc de production, des moteurs, des équipements, mais ça peut être aussi de l'incorporel du type brevet, licence, etc. Avant de déterminer votre coût, en fait, il faut vraiment vérifier la liste des coûts inéligibles, hein, en fait, on s'est vraiment ciblé sur sur les actifs corporels et incorporels, mais on ne prend pas typiquement, par exemple, les travaux pour des raisons de calendrier, en fait. Comme l'expliquait Hélène, c'est des calendriers assez contraints sur Reactueux, donc c'est vrai que les coûts de construction, etc., ont été exclus. Les fonds de commerce et les droits au bail également, les équipements d'occasion, ça c'est la réglementation. Voilà, donc il y a une liste d'exclusions, mais globalement, sachez que c'est les investissements, mais on ne prend pas la construction. À ces coûts, on ajoute 20% automatique en fait, de dépenses RH internes qui vont être nécessaires à la mise en œuvre des projets. Automatique, ça signifie que vous n'avez pas à le compter, c'est fait directement dans le budget standard, donc il faut évaluer la valeur de vos investissements, et à cette valeur-là va s'ajouter 20% de numéraire qui ira sur les RH, et qu'on ne vérifiera pas. C'est ce qu'on appelle une option de coût simplifié. Le seuil plancher de FEDER demandé au dépôt et à l'instruction, c'est un seuil qui est vérifié 2 fois, est de 500 000 euros, et le seuil plafond est de 1,8 million. Donc typiquement, vous avez là un petit exemple hein, pour clarifier les choses. Si vous avez 550 000 euros d'investissement, par exemple, ce n'est pas nécessairement qu'une machine, ou ça peut être plusieurs logiciels, une machine, éventuellement un brevet, il faut les valoriser. Vous ajoutez à ça 20%, soit 170 000 euros. Donc le coût total éligible, vos dépenses éligibles au final seront d'un montant de 660
kilo-euros et le FEDER mobilisable va être 80% de ces 660 kilo-euros, soit 528. Donc, vous voyez, on est prêt. Donc, ça vous donne une idée du montant, en fait, de dépenses qu'il faut avoir pour qu'on ne passe pas sous le seuil de FEDER. Voilà un peu l'idée des... Alors, je vous propose pour les questions, posez-les, il n'y a pas de souci. On va voir à chaque fin de séquence. Je reprendrai les questions à chaque fin de séquence. Alors, donc une fois que vous avez vérifié que votre projet est bien éligible en tant que porteur, il faut que vous vérifiez votre éligibilité. Donc cet appel à projet vise uniquement les PME au sens communautaire et implantées en région. C'est-à-dire qu'elles doivent être en région, elles doivent être éligibles au moment du dépôt, elles doivent être en région. Une PME, c'est défini au sens européen, enfin, je pense que vous êtes tous familiers avec ces notions-là, mais c'est moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou de bilan à 43 millions d'euros. Dans la détermination du statut de la PME, il faut prendre en compte les ascendants et les descendants, en fait, les prises de participation, parce que ça peut impacter sur le statut. Donc, la commission distingue deux typologies, hein, les entreprises dont il y a des prises de participation, donc mère ou filiale, entre 25 et 50%, elles sont dites partenaires, donc il faut intégrer les données des partenaires de manière proportionnelle dans les données de la PME. Donc, ça peut faire varier les seuils. Et si ces participations dépassent 50%, là, on est sur une entreprise liée. Donc là, on prend la totalité, en fait. On considère que c'est comme une filiale complètement intégrée. Pour pouvoir postuler à l'appel, il faut pouvoir justifier d'au moins une année de bilan certifié. Voilà, au moins 1 an d'existence et de bilan certifié. Là aussi, il y a une longue liste d'entités exclues. Donc, il faut aller les vérifier. Donc, typiquement, les grandes entreprises, évidemment, par défaut, les structures parapubliques, on a exclu les SCI également. Voilà. Il faut bien vérifier, mais sinon, si vous êtes une PME du territoire, eh bien, vous êtes éligible. Voilà, on a vu sur ces 2 slides qu'il y avait assez peu, l'éligibilité est assez simplifiée. Donc, si vous avez des questions sur cette partie-là, c'est le moment. Je suis en train de voir si sur le chat... Pas nécessaire. Alors, je vois, il y a plusieurs questions peut-être. Alors, je vais retourner dans le chat pour les lire. Une première question posée par Oriane Burla. Pour les machines, combien faut-il de devis différents? Si les achats ont été effectués, est-il nécessaire d'avoir fait plusieurs devis? Alors, en effet, il faut distinguer, là c'est plutôt sur les pièces support, il faut en effet distinguer les dépenses engagées des dépenses non engagées. Sur les dépenses engagées, en effet, il va falloir faire la preuve du coût raisonnable de votre achat. Donc, la preuve du coût raisonnable, ce n'est pas nécessairement 3 devis, ça peut l'être. Si vous avez une politique achat, ça signifie suivre le processus de votre politique achat. Si vous avez fait 3 devis, pourquoi pas. Si vous avez fait un benchmark, si vous avez des négociations, etc. Voilà, donc ça, il va falloir en effet en apporter la preuve, d'une part, et d'autre part, la mettre au dossier. Si la dépense n'est pas engagée, c'est-à-dire que l'équipement, etc., n'est pas acheté, il va nous falloir là aussi la preuve que le coût est bien raisonnable en amont, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le valider là aussi sur base d'un devis, d'un benchmark, etc. Mais vous n'aurez pas à faire la preuve d'une mise en concurrence. Tout ça. D'accord, merci beaucoup. En amont. Une autre question posée par Marilyn Girard. Le siège social de l'entreprise doit-il être situé en région PACA? Pas nécessairement, mais ça peut être un établissement secondaire, mais il faut de fait que du coup l'investissement ait bien lieu en PACA. Voilà. Et que l'entreprise puisse justifier d'une adresse en PACA qui ne soit pas juste une adresse postale en fait. Voilà. Le programme, autre question sur le chat, le programme est-il identique dans d'autres régions métropolitaines?
Je ne sais pas à quel programme vous vous référez, si c'est React.UE ou les choix qui sont faits après dans le cadre d'appels à projets issus du dispositif. Alors, je ne sais pas, c'est Monsieur Jean-Pierre qui avait posé cette question sur le programme est-il identique dans d'autres régions métropolitaines. Le React.UE, c'est le même cadre pour tout le monde, mais après, effectivement, les régions sont libres d'orienter leur choix et leur budget sous réserve d'accord de la Commission sur tel ou tel domaine ou pour tel type d'action. Je ne sais pas si ça a satisfait la réponse. Toujours les aménagements d'ateliers pour investissement automatisés de production sont-ils pris en charge? Quand vous entendez aménagement, c'est des travaux de seconde œuvre ou qu'est-ce que vous entendez par aménagement? Alors, si vous permettez, c'est simplement de passer d'un outil de production traditionnel à un outil automatisé. Ça nécessite un aménagement concernant les fluides, concernant la répartition ergonomique. Est-ce que, en dehors de la machine, est-ce que les aménagements, je ne parle pas du tout de construction, hein, je parle d'aménagement d'un nouvel atelier de production en région, savoir si les coûts d'aménagement liés à l'investissement, directement à l'investissement, sont potentiellement pris en charge. A priori, non. On ne prend que l'investissement. Donc, si vous avez, parce qu'en fait, c'est limité, c'est ciblé en termes de coûts. Donc, mais après, si l'aménagement a été, l'investissement a été fait, on atteint le seuil et qu'on est dans les dates, on peut prendre l'investissement, même s'il a déjà été fait et que, a priori, votre besoin immédiat, c'est l'aménagement. Mais malgré tout, on peut venir a posteriori sur l'investissement s'il est dans les clous, si j'ose dire. Au niveau des dates. Eh oui. OK, merci. Oui, alors le leaseback, c'est compliqué, on ne le prend pas, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas noté. On ne le prend pas parce que c'est assez complexe, après il y a des retenues, enfin il faudrait, c'est un truc c'est en cascade en fait, donc c'est vrai qu'en pratique, je crois qu'on l'a fait une fois, ou c'est même pas nous, c'est un autre programme, ils ont tout arrêté, et c'est vrai qu'en pratique, a priori, on ne le prend pas. Maintenant, c'est de la pratique. Après, en effet, c'est pas écrit dans l'appel à projet. Donc, c'est une bonne question. Donc, à la limite, je passerai la parole à lui. Disons qu'en fait, avant que ça devienne un investissement, c'est plutôt, si je ne me trompe pas, plutôt vu comme plutôt apparenté à de la location, en fait. Donc, c'est assez compliqué, du coup, à démontrer, et je ne pense pas que ça soit vraiment éligible. Après, là, on peut regarder, si vous remplissez encore une fois une fiche d'accompagnement, on regardera un tout petit peu plus, peut-être au regard de votre projet pour répondre là à ce point-là tout à fait spécifique, mais a priori, non, ça risque de pas forcément rentrer dans la définition. Enfin, il faut qu'on se pose la question. On peut pas peut-être là s'engager sur un nom de principe, sur un oui, mais ça me semble. Effectivement, ça rentre techniquement, mais c'est très compliqué à gérer pour tout le monde. Donc, c'est une bonne question, mais c'est problématique. Donc, bon. Après. Le React.UE, c'était la question, oui, c'était la question précédente. Et la réponse, effectivement, voilà, React.UE, chaque autorité de gestion est libre. Le programme peut-il s'appliquer à un plan d'investissement suite à l'acquisition d'une entreprise de la région? Oui, après. Oui, il faudrait avoir les temporalités, faudrait mieux comprendre, en fait. Là, pour le coup, c'est un peu difficile de vous répondre comme ça, parce que je peux vous pourriez dire. détailler? Oui, peut-être Louis, si vous pouvez détailler, je me permets, je vois Louis affiché. Oui, j'essaie de déconnecter, d'activer la caméra, c'est pas grave, mais ça marche pas. Vous m'entendez? Oui, merci. Donc, je fais partie d'un groupe d'investisseurs qui est sur un projet d'acquisition d'une entreprise de la région. Et pour redynamiser cette entreprise, on a un projet d'investissement dans des sujets en lien avec l'écologie, l'économie circulaire. Donc, ce projet est en négociation avec l'entreprise existante. Et la question, c'est de savoir est-ce que les plans d'investissement qui sont conséquents
pourrait être en lien avec ce programme REACT-EU. Potentiellement, oui. Après, je pense là, la difficulté, ça va vraiment, on cherche plutôt des projets très matures. Donc, tout va dépendre aussi quelle est du coup la maturité là, de votre programme et votre plan d'investissement. Et quand est-ce que ces achats pourront être réalisés? Je laisse Isabelle compléter. C'est surtout la question, c'est surtout qui achète en fait. Ouais, C'est qui va aussi. acheter. C'est vous qui investissez pour reprendre. C'est la question de la propriété, parce qu'en fait, on est sur de l'investissement productif qui est soumis à une règle de pérennité. Donc, celui qui achète, ça doit être celui qu'on finance, et il doit s'engager également à ne pas bouger, à ne pas changer son investissement, ce pourquoi il a été financé, pendant une durée de 5 ans à compter de la clôture, en fait. Donc, il faudrait comprendre un peu comment vous fonctionnez, qui achète, quelles sont les prises de participation, au-delà du calendrier, hein, parce qu'effectivement, si c'est peu de machines, ça peut être assez rapide. Mais tout un programme, ça me paraît compliqué, parce qu'on risque effectivement de déborder sur le calendrier. Mais après, mais la question, c'est de savoir comment parce que vous êtes des investisseurs, en fait. Donc, C'est ça. Voilà. Qui va acheter? Est-ce que vous mettez de l'argent? Il y a création d'entreprise qui va racheter l'actif existant et Oui, donc oui. les machines existantes vont rentrer dans la nouvelle entreprise qui va réaliser des investissements pour moderniser, pour étendre les capacités actuelles de l'entreprise sur des programmes écologiques. Et c'est vraiment comme dit Isabelle. Ouais. Ça va être le porteur. C'est-à-dire que il faut, si vous avez racheté l'entreprise, vous ne pouvez pas bénéficier d'un an de compte au nom de la nouvelle entité. Donc, on n'est pas éligible. Donc, a priori, vous n'êtes pas éligible. Exactement. Après, S'il y a un changement d'actionnariat comme ça, on va prendre la nouvelle entité, en fait. C'est un changement d'actionnariat, c'est un rachat d'entité, c'est pas... Enfin, j'imagine, si c'est un léger changement, vous rentrez dans un actionnariat, mais la boîte, c'est toujours la même, ok. Mais si on change d'entité, vous risquez de ne pas avoir l'année de compte au nom de la nouvelle, des nouveaux propriétaires, en fait. Oui, on est dans une démarche de réindustrialisation et de préservation de l'emploi, qui passe par aussi une modernisation de l'outil. Là où je suis assez d'accord, c'est vraiment la question, en effet, qui va se poser, ça va être la question du portage. Là, on est quand même sur un cas très spécifique, comme le leaseback tout à l'heure. Donc, à la limite, ce que je peux, avant de vous répondre oui, non, vous semblez, on peut tout à fait regarder sur la base de cette fiche d'accompagnement, regarder de manière un peu plus précise. Parce que là, vous êtes sur un montage très spécifique et à ce moment-là, ça nous permettra de vraiment regarder de plus près et voir au niveau du portage, de tous les aspects calendaires. Du coup, on va ouvrir cet accompagnement sur la boîte MailFeder à partir du 21 juin. Isabelle vous le présentera tout à l'heure. Mais du coup, dans votre cas de figure, voilà, au moins vous aurez une réponse sur le principe et on pourra regarder ça de manière un peu plus précise. Parce que là, c'est vrai qu'on ne va pas forcément pouvoir détailler tous les projets. Je propose qu'on passe à la question posée par monsieur ou madame Montezin, je crois. Qui est proche en fait. C'est un peu la même question. C'est un peu les mêmes questions. Donc en effet, il faut nous envoyer une fiche projet. On va voir. Mais après, une PME en cours de création ne peut pas en bénéficier. Pas encore un an d'existence. En fait, il nous faut un an de bilan financier. Donc de fait, c'est même un peu plus qu'un an d'existence parce qu'on doit évaluer si vous voulez, d'une part le fait que la PME ait été impactée par la crise Covid. C'est une des conditions du régime. Et d'autre part, qu'elle a la capacité financière à mener le projet. Ça fait partie de nos critères. Et ce sont des critères qui sont ceux de tous les programmes européens. Donc, si on n'a pas de bilan, on ne va pas pouvoir mener. Il y a un critère, en fait, c'est bien parce que ça m'amène au slide sur la sélection, mais il y a un critère qui, en effet, est dédié à la capacité financière. Et c'est vrai que si elle est à 0, c'est problématique. Donc, si vous voulez, c'est là où l'éligibilité rejoint la sélection et la technicité de la chose. On attend parfois le bilan. Il est possible que des entreprises, voilà, on n'est pas trop loin. Là, le problème aussi sur cet appel, c'est c'est-à-dire que l'entreprise existe depuis un an, mettons, mais c'est pas encore juillet, et elle n'a pas encore son premier bilan. Bon. Là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est sur un temps très, 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 très court, en fait, d'instruction, parce qu'on s'appuie sur un régime qui est très favorable, qui est celui que je vous ai présenté en amont, avec 80% de taux de cofinancement public.
mais qui a une date de péremption qui approche, en fait. Donc, on a très peu de temps pour instruire les dossiers, et donc on ne peut pas se permettre de dire, ben, attendez, on va attendre que vous déposiez. Il faut que ce soit complet et éligible au dépôt, sinon ça va être très compliqué, en fait. Voilà. Après, encore une fois, rien ne vous empêche, on le verra, hein, d'envoyer les éléments sur la poste de renseignement. Si vous voulez, on passe aux critères de sélection. Donc, je veux bien que Hélène reprojette le PowerPoint. Voilà, on a 3 catégories de critères de sélection. Donc, comme vous avez vu, l'éligibilité, on va dire le premier pas, il est assez simple. Il m'a dit, je viens de vendre la voiture de ma seconde. Il m'a dit, j'ai tout refait dessus. Si vous pouvez couper vos micros, peut-être, je vais les couper au fur et à mesure, et je me permets de baisser vos mains aussi pour les personnes. Il m'a dit, j'ai tout refait. Du coup, en catégorie 1, le premier set de critères sur 8, c'est les contributions du projet aux objectifs et à la performance financière de Reactio, c'est-à-dire dans quelle mesure le projet va pouvoir contribuer à nos critères de performance à nous, puisque les autorités de gestion sont elles-mêmes évaluées en fonction de leurs résultats. En fait, évaluer l'argent de la commission est versé en fonction de l'avancement qu'on peut avoir sur les programmes et les projets. Donc, les critères spécifiques à Reactio, la particularité, c'est effectivement de situer l'investissement dans une démarche, dans une perspective de changement, en fait, hein, voilà, numérique, écologique, lié, tout ça, c'est un peu les conclusions de la crise. Donc, inscription de l'investissement dans une démarche d'entreprise numérique et écologique, c'est un peu ce que vous indiquiez, monsieur, par rapport à vos clients. Il y a une vraie démarche, donc ça, c'est valorisé. Contribution du projet au développement durable, à l'égalité des chances, à la non-discrimination. Et voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle des principes horizontaux qui sont recherchés en fait dans tous les projets financés par la Commission européenne pour avoir un effet levier, et ce, au niveau du projet. Donc, c'est toujours important. Alors, pas tous les projets, effectivement, contribuent à ces objectifs. C'est quand même toujours important de mentionner si dans l'entreprise des politiques de ce type ont été mises en œuvre dans lequel le projet s'intègre. Donc, clairement, les projets qui contribuent à ces principes sont valorisés. Les 2 autres critères sont plus, on va dire, terre à terre, hein. C'est le potentiel de certification et l'adéquation des coûts, alors, le caractère raisonnable. Le potentiel de certification, c'est en fait l'analyse du calendrier de réalisation et les montants en jeu. Comme on a vu, on était sur des seuils et des planchers assez élevés, et on a un calendrier serré. Donc, potentiel de certification, idéalement, c'est peu de machines et déjà tout acheter. Voilà, c'est un peu l'idée. Ou peu d'investissement. Voilà. L'idée, c'est d'aller sur ce type de projet, en tout cas, ils seront plus recherchés que d'autres au regard de toutes les contraintes qui vont autour de ce financement. L'adéquation entre les coûts du projet et les résultats escomptés et la facilité de gestion, c'est l'analyse du caractère raisonnable des coûts, et ça rejoint la question tout à l'heure de madame sur les devis, c'est-à-dire plus votre dossier est précis, plus il est clair, plus il est bien monté en amont, et plus il aura de points en fait. Voilà, donc clairement, les projets matures en termes de calendrier, dont la surface financière est importante et les équipements peu ciblés sont nombreux, sont plutôt les types de projets qui sont visés par cet appel de fait, en fait, hein, du fait de ces contraintes. Après, c'est pas une fermeture, on ne ferme pas les portes, hein, mais voilà, il est plutôt pensé comme ça. Catégorie 2, la qualité du projet. Donc là, on est sur le projet, qu'est-ce qu'il apporte en fait? Qu'est-ce qu'il apporte au regard de l'objectif général de cet appel à proposition, à savoir améliorer la compétitivité et l'emploi sur le territoire. La première chose, c'est un critère de valorisation, c'est la contribution du projet au développement des filières et technologies clés régionales. C'est-à-dire que les programmes européens
s'inscrivent, en tout cas les programmes gérés, enfin les programmes régionaux gérés à un niveau national s'inscrivent tous dans des stratégies qu'on a dites de spécialisation intelligente, qui déterminent un certain nombre de filières stratégiques pour la région. L'idée étant de se spécialiser au niveau européen, mais pas trop non plus. Enfin, voilà. Donc d'avoir des éléments qui vont identifier cette région pour la rendre plus attractive. Et donc les projets qui s'inscrivent, la liste est fournie sur une slide, les projets qui s'inscrivent dans ces filières-là, qui comme vous le verrez sont assez larges et ont été déterminés dans le cadre d'un diagnostic de territoire, seront valorisés. Impact et viabilité économique du projet, c'est la pertinence de l'investissement dans la stratégie économique de l'entreprise. Donc là, c'est à vous de nous expliquer en fait en quoi cet investissement, enfin c'est au porteur, à l'entreprise d'expliquer en quoi cet investissement va contribuer à l'emploi. Est-ce qu'il a été mûri, pensé, quel est le projet, on va dire, d'entreprise derrière, est-ce qu'il se situe, est-ce que l'entreprise a bien analysé son marché pour faire cet investissement-là, qu'est-ce qu'il va générer en termes d'emploi, comment vous avez calculé ça, évalué ça. Voilà. Et l'impact est le troisième critère, donc on est sur 2, 3, 3, avec les sous. C'est l'impact de l'investissement sur le territoire régional. Donc c'est clair qu'une nouvelle implantation va être valorisée, puisque c'est quelque chose de nouveau qui va peut-être créer, etc., créer des emplois, peut-être redynamiser une filière. Il y a aussi le potentiel de modernisation du projet, le potentiel de création d'emplois, de redynamisation des écosystèmes économiques. Donc là, on est vraiment sur la partie qualitative du projet. Et puis le dernier set de critères, où là on est sur des critères administratifs et financiers, et là aussi on rejoint toutes nos questions en fait. La première chose, c'est la capacité financière du porteur. Donc elle est sur 2 en fait, comme vous voyez. C'est l'analyse du compte de résultat, c'est une matrice. En fait, là, on prend les comptes sur les 3 dernières années, mais à minima une année, et on rentre les données et on analyse quelle est la capacité, le volume d'autofinancement, la capacité à porter le projet pour ce projet-là, sur ce budget-là, en fait. C'est pas un audit des comptes de la société. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle la capacité administrative, c'est-à-dire les moyens humains dédiés à la gestion du projet. Comment vous allez vous organiser pour gérer le projet, assurer les remontées de dépenses, assurer un suivi comptable, assurer que les achats soient quand même bien faits en suivant la procédure achat si vous en avez une, etc. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Si éventuellement la société a des références préalables en termes de fonds publics ou de financement FEDER, ou si les gens ont eu des formations, etc. Donc voilà, sur ces 3 sets de critères, sur ces 3 catégories de critères, il faut avoir la moyenne dans chaque catégorie. D'où, c'est ce que je vous disais, de fait, si on n'a pas un an de compte, vous n'aurez pas la moyenne à la catégorie 3, enfin vous aurez juste 2, donc c'est vraiment très très limite, dans l'hypothèse où vous avez 2 sur 2 au moyen humain. Donc, voilà. Et puis, il doit avoir la moyenne, évidemment. Et ensuite, c'est comme dans un concours, c'est-à-dire qu'on prend les meilleurs, on les classe, et puis jusqu'à épuisement du budget. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour des critères de sélection. On va peut-être regarder rapidement les points de vigilance avant d'ouvrir les questions à nouveau. Ah non, on était d'abord sur les filières technologiques. Voilà, parce qu'effectivement, c'est ce qui peut faire la différence s'il y a beaucoup de projets. Donc, idéalement, mais c'est encore une fois pas fermé, le projet s'inscrit soit dans une des 6 filières technologiques éligibles. Attention, parce qu'on exclut la filière agriculture agroalimentaire et cosmétique, parce que c'est aussi financé par d'autres fonds. Et 3 technologies clés, 3 CATS. Donc, technologie optique et photonique, numérique et chimie et matériaux. Donc, à partir du moment où l'entreprise ou l'opération s'inscrivent là-dedans, il y a cette bonification, enfin cette valorisation en termes de points. Les points de vigilance. De manière assez évidente, respecter les délais et envoyer le dossier complet avec l'ensemble des pièces support.
puisque de fait, on n'aura pas beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que les projets qui sont bien montés seront mieux notés. Voilà, éviter aussi, envoyer dans les délais, c'est l'évidence, mais éviter de l'envoyer le 23 en fait. C'est mieux d'essayer d'envoyer un petit peu en amont pour éviter les bugs, parce que après l'heure, c'est plus l'heure et le projet est complètement inéligible. Délimiter votre projet, c'est toujours bien de cibler en fait, d'avoir une idée à peu près clair, ça, parce qu'un projet d'investissement, ça peut être très grand ou très ciblé. Bon, le FEDER travaille plutôt sur des budgets ciblés. Et surtout établir un calendrier réaliste en fonction des dates de l'appel. Il y a un focus sur l'éligibilité temporelle un peu plus loin. Estimer les montants de façon juste, d'où l'importance de fournir les pièces support, les bons documents, etc. Ou tout le processus achat, enfin tous les documents support si vous avez déjà acheté votre machine, parce qu'on doit quand même, c'est une obligation que de vérifier le coût raisonnable et une obligation également de ne pas programmer des coûts entachés d'inéligibilité. Or, si une dépense n'a pas été correctement, n'est pas raisonnable, elle va être inéligible, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir la programmer et elle saute complètement. Et puis respecter les réglementations en vigueur. Donc, quand vous remplissez l'appel à proposition, c'est bien de se référer à l'annexe aide publique qui vise le régime d'aide d'État applicable, qui est un régime temporaire auquel certaines entreprises, ça a été appelé de manière un peu fausse le de minimis Covid. Donc, il est possible que votre entreprise ait déjà émargé en fait au titre d'autres cofinancements, pas sur ce projet, mais sur d'autres projets. Et à ce moment-là, il faudra aller indiquer ces financements-là dans l'annexe annexée à l'annexe. Voilà. Donc, qui doit reprendre effectivement l'ensemble des fonds publics perçus sur la période et au titre de ce régime, voilà, puisque c'est des régimes plafonnés. Et puis finalement, du coup, dernier point de vigilance, c'est le focus sur l'éligibilité temporaire. C'est la prochaine slide. Voilà, donc comme on vous l'indiquait en préambule, React.UE, c'est un programme en fait, de réaction à la crise, donc il a un début et une fin. Il est raccroché à la programmation 14-20, donc on est sur une fin, voilà, sur des fins d'opération en 2023. La période d'exécution physique du projet doit être compris entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2023. Donc, on a 36 mois. Ça veut dire qu'au 31 décembre 2023, au plus tard, la machine, le logiciel, l'investissement doit être livré, bon, évidemment facturé, et en service. Voilà. Il peut être payé un peu après, mais par contre, il doit être effectif. C'est ce qu'on appelle l'exécution matérielle ou physique. La période d'éligibilité des dépenses, il y a la possibilité que vous ayez de payer, d'avoir quelques mois de plus pour payer. Elle est étendue jusqu'au 31 mai 2023. C'est-à-dire que votre opération est terminée, mais vous pouvez encore payer les fournisseurs jusqu'au 31/5 2023. On prendra la facture. Au-delà, on ne peut pas. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas de décalage vraiment possible. Parce qu'après, il n'y a plus de programme. Donc, du coup, il faut vraiment que le projet rentre dans ce calendrier-là. Voilà, il faut vraiment le réfléchir comme ça. Je crois qu'on en a fini sur la présentation de l'appel. Pour cette partie-là, en tout cas, pour la partie sélection. Donc, si vous voulez, on passe aux questions. Je vois sur le chat, est-ce qu'il faut obligatoirement du chiffre d'affaires sur le dernier bilan? Non, pas nécessairement en fait. Pas nécessairement. Voilà, normalement, en plus, les entreprises devraient avoir été, si vous voulez, pour bénéficier du régime en fait et de ce taux extrêmement favorable, l'entreprise doit avoir été impactée par la crise. Ça doit se voir dans ses comptes. Par contre, elle ne peut pas être en difficulté. Donc ça, voilà, ça c'est à vous de l'évaluer. Mais le fait de ne pas avoir de chiffre d'affaires, ce n'est pas nécessairement un signe d'entreprise. Voilà.
hein. On est d'accord. C'est pas nécessairement un signe d'entreprise en difficulté. Il y a des critères et une définition très claire, hein. Bon, il y a notamment effectivement la mise en redressement ou en liquidation judiciaire, puis il y a d'autres critères d'évolution. Voilà. Mais ça, effectivement, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles. Après, si le CA est à 0, on verra si c'est un problème en termes de capacité financière, mais a priori, non. Enfin, a priori, il faut le calculer, quoi. Comment procéder? Alors, attendez, je crois qu'il y avait une question au-dessus. Combien de devis? 2 ou 3? Alors là encore, c'est en fait, 3 devis, c'est une convention, mais c'est pas, c'est quelque chose qui se fait assez couramment, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la preuve du coût raisonnable non plus, en fait. À partir du moment, nous, si vous voulez, réglementairement, on est tenu de vérifier le coût raisonnable. C'est-à-dire le fait que l'argent, le montant des dépenses ne soit pas gonflé, outrageusement gonflé. Donc à partir de là, vous avez plusieurs façons de le démontrer. D'une part, si vous avez une politique achat, parce que ça c'est sur les opérations déjà engagées, enfin, bah, il faut suivre votre politique achat. C'est le cas, hein, souvent de PME. Si vous n'en avez pas, il y en a qui ont des guidances en fait. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on puisse effectivement peut-être, faut que vous puissiez peut-être comparer des devis, vous ayez demandé plusieurs devis. Vous pouvez avoir négocié. Il y a des hypothèses où effectivement il n'y a pas 50 fournisseurs non plus. Mais par contre, de négocier le prix, ça prouve que bon, ben voilà, on est dans une logique de marché, on est sur quelque chose de raisonnable, quoi. Où chacun va trouver. Et puis, vous avez la possibilité pour certains types de coûts de faire du benchmark, en fait, tout simplement, c'est-à-dire de proposer plusieurs. Si c'est du mobilier ou des équipements, souvent c'est du benchmark, en fait, c'est-à-dire qu'on va chercher un peu, voilà, dans différents magasins, différents fournisseurs, et puis le choix se porte sur le moins cher ou pas, ou le mieux justifiable. Voilà. Ça peut aussi être, par exemple, si ce n'est pas des devis, en fonction pourquoi pas, des catalogues de prix ou des copies d'écran, voilà, sur Internet. Et en fait, c'est simplement qu'à l'instruction, nous, vous vous doutez bien qu'en fonction du domaine d'intervention dans lequel vous êtes, on n'a pas forcément une connaissance des prix entre une machine qui intervient dans le secteur, je sais pas, par exemple, médical et dans le secteur du coup de la construction. Donc, en fait, ça nous permet vraiment d'arriver à estimer les prix, voir que c'est pas gonflé, hein, on va le dire comme ça. Voilà, donc ça peut être en effet, en tout cas au moment du dépôt, des devis, mais voilà, il faut simplement qu'on puisse arriver à comprendre comment est monté le plan de financement et comment sont estimés ces coûts-là. Donc ça peut aussi être à travers des copies d'écran ou, comme dit Isabelle, d'anciennes factures. Je vois qu'il y a une autre question aussi. Et puis, pardon, Oui, vas-y. Sur la question des devis. Si vous prenez des logiciels, il y a X versions d'un même logiciel de CAO, de PAO. Il faut qu'on comprenne pourquoi vous prenez celui à 100 000 € plutôt que celui à 50, en fait. Donc, il faut le devis et éventuellement l'explication derrière, en fait. Pourquoi vous avez besoin de telle fonctionnalité plutôt que telle autre. Voilà, c'est plutôt ça. On n'est vraiment que sur des coûts très simples. Donc, c'est vrai que c'est quand même important qu'il soit bien justifié, qu'on puisse y voir assez clair assez rapidement, quoi. Voilà. Question, comment connaîtra-t-on la somme qui nous est allouée? C'est très simple, quand vous calculez le montant total de vos dépenses éligibles, vous appliquez 80% et vous voyez si vous êtes à quel montant vous êtes. Comment procéder pour le devis lorsque la machine, voilà. Pardon, je rajouterai, excuse-moi Isabelle, je rajouterai juste comment connaître la somme qui nous sera allouée. C'est surtout la somme à laquelle vous pouvez prétendre par rapport au règlement. Après, la somme qui sera allouée, on va la calculer aussi justement par rapport à votre plan de financement et l'éligibilité des coûts que vous allez nous faire remonter. Donc, vous pouvez, au titre du régime du règlement là, temporaire, être éligible à, je ne sais pas moi, par exemple, 1 million d'euros. Ça se trouve, votre plan de financement, sur ce qu'on va pouvoir garder au niveau des dépenses que vous allez nous allouer, ça sera inférieur. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on va déterminer vraiment à l'instruction quand on aura le dossier sur le bureau. En fait, non, c'est pas au prorata de la note. Non, non, c'est pas ce serait original en fait, mais non. Non, en fait, ce que vous pouvez faire effectivement, c'est calculer vos coûts éligibles pour avoir une première idée, hein, parce qu'après, nous, à partir du moment où le coût est éligible, et qu'il est justifié et que ça a du sens par rapport à... Donc, calculez vos coûts éligibles, vérifiez ce que vous avez reçu
au titre du même régime pour voir si ça n'a pas grignoté en fait sur ce à quoi vous avez droit. Puisqu'on est sur un régime unique hein, qui est utilisé par exemple par la BPI, par plein d'autres cofinanceurs pour faire du financement comme ça un peu massif sur les entreprises. Donc c'est pas que ça couvre pas que les subventions en fait, ça couvre les garanties, ça couvre les avantages fiscaux, etc. Donc il faut remplir quand même la fiche, vérifier à quoi vous avez droit déjà, si ça n'a pas trop grignoté sur. Mais le plafond étant élevé, il y a de la marge, hein, 1,8 million, ça va. Sur les aides que vous pouvez au total recevoir au titre de ce régime-là. Ensuite, vérifier que, et s'il y a les pièces support, si ça a du sens, si ça rentre dans les définitions actifs corporels, incorporels, vous ajoutez de 20%, vous avez grosso modo le montant auquel vous pouvez prétendre, en fait. Vous pouvez vous allez avoir une idée assez claire assez rapidement. Comment procéder pour le devis lorsque la machine est unique en France et que le fabricant est aussi unique? Vous l'expliquez, ça, il n'y a pas de problème souvent sur le. Quand c'est au stade du dépôt, on n'a pas besoin de 3 devis. Enfin, quand l'équipement n'est pas acheté, on n'a pas besoin de 3 devis. Vous nous en fournissez un, on va supposer qu'il est raisonnable. Voilà. C'est typiquement le cas sur beaucoup de projets de recherche où effectivement, il n'y a pas non plus, enfin c'est toujours les mêmes, il y a Thermo Fisher, enfin il n'y a pas non plus 50 fournisseurs, quoi. Donc il n'y a pas de problème en fait. A priori, il faut l'expliquer, le justifier, mais il n'y a pas de problème. Non, c'est pas un critère entendable, la préférence nationale. Non. Non, non. C'est pas un critère européen, c'est pas. Après, si vous l'avez dans votre politique achat, pourquoi pas, mais nous, on va pas. Enfin, c'est pas nous qui allons faire le coût raisonnable à votre place. Enfin, vous voyez, on va vérifier de sa cohérence, mais. J'entends la question, mais c'était le fait de dire dans la politique achat je mets ma vidéo. Dans la politique achat de mon client, il a indiqué tout simplement des problématiques de maintenance, des problématiques de suivi, des problématiques de confidentialité, sachant qu'on est sur des produits ATEX, lui préfère acheter européen, français ou japonais que chinois. Pourtant, les machines sont effectivement plus chères. Mais c'est indiqué dans sa procédure achat. Je voulais savoir si c'était entendable, surtout pour un fonds européen ou si ça l'était pas. Non, c'est pas entendable. Pourquoi pas si c'est dans sa politique achat. Après, c'est vrai que du coup, il faudrait pouvoir avoir des éléments de comparaison en Europe, du coup. Parce que si c'est quelque chose qui se fait au Japon, je trouve que c'est assez courant en Europe. Et donc, il faut pouvoir. Enfin, voilà, il dit bon, bah moi, les marchés trop lointains, ça ne m'intéresse pas pour des raisons de maintenance qui peut s'entendre, hein, de pièces, etc. Mais en revanche. De qualité aussi. Hein, on va pas lui reprocher de ne pas faire une mise en concurrence au niveau mondial. Voilà, c'est ça. Le but, c'est juste que c'est vrai que sur certaines machines. Oui. Non, mais il se posait la question parce qu'il a déjà acheté la machine et il a eu 3 devis. Je crois que c'était Autriche, Australie et chinoise. La chinoise étant la moins chère, mais en termes de qualité et de suivi de sécurité des données, il a opté pour, je ne sais plus, l'une des deux autres, mais je voulais savoir si c'était quelque chose. Ça va être ça l'argumentaire, Oriane, du coup. C'est la qualité peut-être. Et en effet, on n'est pas en train de financer, on ne va pas financer juste les éléments low cost. On comprend bien qu'il y a une notion aussi de qualité. C'est juste arriver à comprendre comment le choix a été fait. Voilà, pour que ça soit vraiment ouvert, transparent et juste qu'on puisse comprendre. Donc, si c'est le choix de l'entreprise de vraiment le prendre au moins cher, bon, ça peut s'expliquer aussi. Hein. C'est des vrais choix, mais par contre, voilà, c'est juste arriver à comprendre. C'est ça la question du coût raisonnable. C'est pas que le prix bas, c'est raisonnable parce que pour le rapport, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est ce qu'en fait on a besoin de constater au moins à l'instruction. Le moins 10 ans, c'est pas nécessaire, même dans les marchés publics, hein, c'est pas toujours le moins 10 ans. C'est pas nécessairement le critère qui l'emporte en fait. Hein, c'est vraiment la façon dont est conçue la politique achat. Et on est. Allô? Ça coupe. Ouais. Oui, je crois qu'il y a eu une interruption. Avoir compris, mais c'est vrai que merci de la c'est vrai que le coût raisonnable, c'est jamais. Voilà, c'est ouvert. C'est intégré. Voilà. Ok, merci beaucoup. Le calendrier de paiement de la subvention potentielle. Alors, c'est le calendrier d'avance. Bah, écoutez, il faudrait qu'il soit assez rapide.
En fait, donc là, le dépôt est prévu en juillet. De toute façon, au regard du régime d'aide d'État visé, les demandes, enfin les conventions ne pourront pas être notifiées plus tard que décembre 2021. Donc, on a quelques mois. Et après, en général, une fois que la convention est notifiée, les 30% d'avance, c'est assez rapide en fait, hein, puisque c'est automatique. Si vous laissez conventionnel, elle est contresignée et du coup, une fois qu'elle est contresignée, la périrégionale appuie sur un bouton et ça part sur le compte. Si vous voulez, peut-être pour compléter les propos d'Isabelle, généralement, on fonctionne par remontée de dépenses. Donc, on n'est pas une subvention où vous allez recevoir l'ensemble ou une partie de la subvention directement. On paye sur facture et sur pièce probante. En tout cas, pour la partie vraiment des investissements, puisque comme Isabelle vous l'a expliqué, sur la partie du coût des RH, c'est vraiment une option de coût simplifié. Donc, c'est un taux forfaitaire qui sera appliqué. Donc, l'idée, c'est que du coup, ça va vraiment dépendre là du degré de maturité de votre opération. C'est des éléments qu'on voit en cours d'instruction, puisqu'une fois que c'est conventionné, on va déterminer pour justement créer la convention avec vous les phases de remontée de dépenses. Donc, soit l'opération est quasi achevée au moment de l'instruction. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire des remontées de dépenses très proches dans le temps. On essaye de caler ces remontées de dépenses par rapport à votre calendrier précis d'investissement pour que justement pouvoir vous dégager de la trésorerie au fur et à mesure. Donc voilà, l'idée, mais là, c'est vrai que du coup, c'est vraiment en fonction de votre dossier. Si le dossier est tout à fait mature ou pas, généralement, il faut garder en tête que généralement, on reste sur des soldes, donc à l'issue de l'opération, de entre 30 et 20%, où du coup, c'est vraiment versé qu'à l'issue de la réalisation complète de l'opération. Oui, ça, c'est la vie après. Mais disons que Ouais. pour l'attribution, il faut compter décembre et après l'avance quelques mois après. Après, il y a la vie du projet, mais ça se cale effectivement. Ça se cale plus au fil de l'eau et en fonction de chaque projet. Mais globalement, le calendrier idéal, c'est ça. Et de toute façon, enfin, dans la mesure où cet appel à projet est quand même accroché à un régime d'aide très spécifique dont on ne sait pas s'il sera renouvelé ou pas, voilà, il faut. Donc, du coup, on ne va pas effectivement moduler le taux d'intervention de 80%, parce que l'idée, c'est d'aller vite et massivement. Donc, non, on ne modulera pas ce taux-là. C'est 80% c'est le taux maximum auquel on souhaite aller. A priori, il n'y a pas de raison d'aller à moins, quoi. On n'ira pas à plus, évidemment. Il n'y a pas de cofinanceurs qui sont acceptés normalement sur cet appel. Donc, du coup, en effet, il n'y a pas de raison qu'on ait à moduler. Pas de cofinanceurs publics. Alors non, vous avez effectivement, il y a 20 millions d'écart, mais donc vous disiez que les projets FEDER PME Sud avaient un budget de 27 millions. Vous avez présenté cet appel à projet en évoquant 7 millions. Le reste est dédié aux instruments financiers. Voilà, ou potentiellement à d'autres choses, parce que les instruments financiers, enfin, comme on le verra sur la séquence 3, ils sont en cours, enfin les instruments financiers dans le cadre du budget de React-UE, je précise, ils sont en cours de... C'est un peu comme la santé recherche, quoi. C'est en cours, c'est en cours d'analyse. Donc, alors du coup, ça on verra après. Donc, mais à la limite sur ça, il y a des personnes qui s'occupent de ça, je vous renverrai mais je vous dirai en 4 mots, quoi, en quelques mots. Alors maintenant, donc s'il y a d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la sélection du coup, ou est-ce qu'on peut passer aux aspects pratiques de dépôt, de recueil d'infos, de sources d'informations, d'accompagnement, etc. Je pense que tu peux dérouler, Isabelle, et on aura toujours un temps d'échange après. Troisième donc sous-partie, voilà, votre projet est éligible, votre entité est éligible, il est tout à fait sélectionnable, et donc vous pouvez déposer votre candidature. La première étape, c'est de recueillir des informations, donc quand même pour qu'elles soient le mieux possible. Donc sur le site, vous avez toutes les informations générales sur React-UE, donc qui sont régulièrement mises à jour. Là où l'appel à projet est publié,
le guide du candidat, qui est quand même important à lire. Alors c'est vrai qu'il est un peu antipathique, genre 200 pages, mais vous pouvez faire des recherches, vous pourrez faire des recherches par mots-clés en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent aussi les porteurs publics qui sont soumis à commande publique. Donc quand même, lisez-le. Vous avez le guide du bénéficiaire si vous voulez savoir ce qui va se passer après. Mais le plus important, c'est quand même le guide du candidat. Je me demande s'il n'y a pas des supports de formation pour les bénéficiaires sur le site web qui sont peut-être un peu plus concentrés que le guide du bénéficiaire et qui vous donnent une idée. Parce que c'est quand même important d'avoir une idée de comment fonctionne la convention, qu'est-ce qui est attendu derrière, comment on va payer, qu'est-ce qu'on ne peut pas payer éventuellement. Voilà. Tout ça, c'est bien. Les supports et synergies, bah, ça, c'est tout simplement pour savoir comment remplir, parce que les candidatures se font entièrement et uniquement en ligne. Les candidatures en version matérielle ne sont pas acceptées. Et puis, le recueil des projets programmés, bien qu'on n'ait jamais vraiment financé cette typologie de projet-là. Donc, je ne sais pas si mais enfin, voilà. Alors, ensuite, après avoir analysé toute cette masse d'informations, vous pouvez envoyer, alors d'abord vos questions et puis après votre projet. Alors, vos questions à partir du 21 juin sur base de la fiche renseignement qui se trouve sur le site web à côté du texte de l'appel à proposition. Donc, idéalement, vous remplissez la fiche, vous nous l'envoyez sur la boîte générique et on se charge de récupérer et de traiter les questions qui sont ensuite remontées et de vous répondre dans les meilleurs temps possibles. Donc, prenez peut-être le temps justement de cette présentation et des quelques jours jusqu'au 21 pour réfléchir. Et plus la fiche est précise et plus le retour qui vous sera donné sera pertinent, évidemment. Et puis ensuite, vous pouvez également poser des questions un peu plus générales. On a vu qu'il y en a eu en préambule sur Reactueux. À ce moment-là, c'est une autre adresse générique. C'est reactueux@maregionsud.fr. Et puis finalement, voilà, le grand moment arrive. Vous pouvez finalement déposer votre subvention en ligne au plus tard le 23 et idéalement pas plus tard que le 22. Voilà. Là, on a fini la partie appel à proposition. Je vais juste prendre quelques infos, je vais peut-être répondre à quelques questions, ou si vous avez d'autres questions sur ça, sur l'accompagnement. Je vois qu'il y avait une question, y aura-t-il entre 4 et 14 lauréats? Vu les seuils, ça va dépendre, mais effectivement, vu les seuils, c'est pas avec 7 millions. Par défaut, s'ils font tous 500 000 €, enfin voilà, donc c'est effectivement pas, il n'y aura pas beaucoup de projets. Après, ça dépend du montant, de qui est éligible, pas éligible, mais par nature, oui, il est restreint. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur l'appel à ce stade. Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il y a des choses qui demandent à être précisées? Donc, on peut du coup, merci. On peut du coup passer à la troisième séquence sur les instruments financiers. Alors, c'est un complément d'information. Donc, je vais plutôt vous lire la slide. Voilà, donc un instrument financier, c'est un mode d'intervention d'argent public autre que par subvention. Donc, ça peut être de la garantie de prêt, ça peut être du prêt, ça peut être de l'avance remboursable. Enfin, voilà, c'est tout ce qui n'est pas, ce que les Anglais appellent le soft money, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas remboursable, en fait. Tout ce qu'on doit rembourser. C'est une alternative ou un complément aux subventions.
c'est quelque chose vers lequel, effectivement, la Commission pousse et va de plus en plus, hein, et vers lequel on est allé sous 14-20, pour lequel une étude est en cours de réalisation actuellement. C'est une étude liminaire pour savoir si oui ou non, il est pertinent de lancer des instruments financiers dans le cadre de REACT-UE. Donc pour répondre en fait, hein, aux besoins de ce sous-programme, hein, quelque part, qui est un peu spécifique. Donc il est envisagé effectivement de mobiliser des dispositifs de type bancaire qui seront destinés exclusivement aux PME, TPE régionales, avec pour objectif de faciliter la consolidation des fonds propres pour les entreprises PME, TPE qui sont inscrites dans une dynamique de croissance et en capacité de rebondir. Donc, c'est du volet prêt à court terme. Il y a un volet prêt, il y aurait un instrument avec 2 volets, en fait, en gros 2 compartiments. Et soutenir les investissements et la restructuration des capitaux des PME endettées en vue de préparer la reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie. Donc là, on est sur un volet investissement en capital et un prix de participation, et c'est du moyen terme. Donc pour l'instant, je ne peux pas beaucoup vous en dire plus parce que c'est en cours. Donc on ne sait pas précisément quels sont les dispositifs qui seront mis en place dans ce cadre-là. Ça peut être intéressant, par exemple, pour monsieur qui évoquait la reprise là, de l'entreprise. Sachez qu'il existe aussi des instruments financiers qui existent encore sous la programme, qu'il existe des instruments financiers qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la programmation 14-20 et qui sont encore opérationnels et pour lesquels vous pouvez accéder, notamment RSI et BPI. Voilà. Pour toute question, en revanche, précise, je ne sais pas. Les montants des investissements pour la partie capitale, aucune idée. Pour ça, il faudrait nous adresser les demandes par email sous FEDER parce qu'en fait, les personnes de cette équipe n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Donc, elles n'ont pas pu venir et du coup, elles ne peuvent pas répondre à vos questions immédiates, mais on leur transférera. Et je vois qu'il y avait une question, est-ce que la demande peut couvrir plusieurs achats? Oui. Alors, il ne faut pas que ce soit une collection d'équipements pour arriver au seuil, quoi, non plus. Il faut qu'il y ait un sens, on va dire, qu'il y ait un projet derrière, qu'il y ait une unité d'équipement. Mais oui, ce n'est pas une machine à 600 000 €. Pas nécessairement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet appel, sachant qu'on reste, en effet, on sera à votre disposition dès le 21 juin via la boîte mail FEDER, mais peut-être que c'est toujours... Si vous avez des questions également sur la qualité, sur les critères de qualité du projet, sur ce qui est attendu au-delà de l'éligibilité, on va dire, de l'aspect un peu plus technique, nos collègues du service financement des entreprises sont présents à ce webinaire et peuvent également vous répondre et vous éclairer sur ça. Oui, une petite question. Vous parliez d'instruments financiers. Là, je reviens à ma question concernant le rachat de l'entreprise et puis les investissements futurs. Donc, il faut vous adresser un mail, c'est ça, si j'ai bien compris Oui, parce que là, du coup, oui, le plus simple, c'est et on le forward aux personnes qui sont en charge de ces dispositifs et qui pourront vous répondre, en fait. D'accord. Sachant qu'on est déjà en contact avec la région, Rising Sud, etc. Est-ce que c'est ce département qui s'occupe de ça ou alors c'est un autre département? Alors, c'est une structure, si vous voulez, au sein de la région. Oui. Effectivement, les structures qui opèrent les instruments financiers, elles sont externes, évidemment. Ce n'est pas la région en interne, mais par contre, il y a des personnes qui gèrent la partie, on va dire, administrative au sein de la direction des affaires européennes. Donc, c'est vers eux qu'on va retourner votre question, qui très probablement la forwarderont. Alors, c'est aussi cofinancé par la région, donc ils la forwarderont après peut-être, ou qui seront en mesure de vous répondre. Mais là, encore une fois, moi, ce n'est pas mon domaine. Donc, oui. Parce que la BPI aussi intervient sur des fonds de garantie, etc., la Caisse des dépôts. Donc, c'est... ça fait partie des dispositifs D'accord, parfait. qu'on gère. Ouais. Si vous voulez, au sein de la direction déléguée FEDER, il y a une unité spécifique qui est dédiée aux instruments financiers qui pourra éventuellement vous renseigner. Là, les personnes, comme vous disiez Isabelle, sont tout simplement pas
n'était pas disponible ce jour pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Et en effet, du coup, il y a vraiment des entités dédiées. Donc, en fait, en fonction de votre niveau de questions, on vous redirigera sans problème. Mais là, malheureusement, on ne pourra pas vous donner plus d'indications sur ces sujets, aujourd'hui en tout cas. C'est clair. Bon, je vous enverrai un petit mail alors. Merci. Voilà, et on ne manquera pas de le faire suivre pour que vous ayez une réponse dans les meilleurs délais. Merci. Pas de quoi. Après, sur les nouveaux instruments, je pense qu'ils ne pourront pas vous dire grand-chose, hein, parce qu'en effet, les études, elles sont en cours, mais sur ce qui existe, ça peut être intéressant pour votre projet, en effet. Ouais. D'accord. Et Laure et Isabelle, je voulais juste ajouter quelque chose aussi par rapport au nombre de lauréats. Parce que peut-être il y avait un petit peu d'inquiétude sur les 7 millions, ça ne représentera pas forcément énormément de lauréats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une programmation 21-27 et aussi dans le cadre de ReactEU, rien n'est complètement figé. Après, on ne va pas s'avancer, mais ça vaut le coup, je pense, de déposer votre dossier de toute manière. Il ne faut pas s'arrêter en effet à cette enveloppe et en effet partir défaitiste en se disant on ne sera pas lauréat. En effet, parce qu'il y a des possibilités aussi. Alors comme dit Hélène, on ne peut pas s'engager sur ces éléments-là, mais un réabondement n'est pas non plus exclu en totalité. Donc si les seuls éléments qui pourraient être un frein en effet à votre candidature, c'est les éléments qu'on vient de vous exposer. C'est pas l'enveloppe globale. C'est donc en effet votre éligibilité en quelque sorte et c'est vraiment sur ces éléments-là, d'un point de vue calendaire, ou tous les points qui ont été expliqués très clairement par Isabelle, c'est ça qui éventuellement peut être un vrai frein parce que vous voyez directement que vous ne rentrez pas dans les clous et que vous n'êtes pas éligible. Dans ce cas-là, en effet, ne perdez peut-être pas de temps ou sinon, contactez-nous bien à travers la fiche et on verra ça avec vous. Mais à partir du moment où, a priori, vous remplissez les différents critères, n'hésitez pas à nous faire une fiche et derrière à candidater. Après, si vous voulez, cet appel, il est quand même basé sur encore une fois, adossé sur un régime d'aide d'État, qui malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera renouvelé ou pas. Donc, dans l'hypothèse où il est renouvelé, on pourrait relancer un nouvel appel, parce que c'est assez intéressant en termes d'outils, enfin voilà, pour la croissance, pour l'emploi, de pouvoir financer via des subventions à ce niveau-là, sur de l'investissement productif, ce qui n'est pas du tout le cadre, on va dire classique, enfin, c'est beaucoup moins favorable. Donc, voilà, il y aura peut-être des possibilités. Là encore, personne n'a de boule de cristal, on n'en sait rien. Donc, en effet, il faut s'en tenir aux critères, voir si vous rentrez. Si c'est le cas, déposer. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, mais je pense qu'on va tous, du coup, pouvoir vous libérer. Un grand merci à Isabelle et à Hélène pour la présentation et à vous tous pour votre participation. Voilà, donc n'hésitez pas à nous joindre via la fiche. C'est quand même le plus simple et on essaiera de se mobiliser rapidement pour vous. Voilà, bonne chance à tous du coup. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Au revoir.